Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de Terre Univia, notre cycle de webinaires accessible à tous, pour en savoir un peu plus sur la filière des huiles et protéines végétales. On va laisser les participants se connecter au fur et à mesure, on va attendre 1 ou 2 minutes avant de commencer. Au programme aujourd'hui, les résultats de la 4e édition d'Oléoprotéines, du marché des protéines végétales en alimentation humaine. Merci à tous. Notre intervenante du jour sera Marie Luquec, experte Terre Univia en la matière. De nouveau, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Donc, on va parler tendance de marché et protéines végétales. Sans transition, donc je passe la main à notre intervenante du jour, Marie Luquec. Merci Marie-Béatrice pour l'introduction. Donc, je suis Marie Luquec et je suis chargée au sein des interprofessions Terre Univia du suivi de la consommation des produits de notre filière, donc des huiles et des protéines végétales. Donc là, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter la 4e édition de notre observatoire Oléoprotéines. Donc, comme a dit Marie-Béatrice, l'observatoire du marché des protéines végétales à destination de l'alimentation humaine. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à les mettre dans le chat et puis on y répondra à la toute fin. Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers d'Oléoprotéines, donc c'est un observatoire qu'on a lancé en 2022 pour suivre les évolutions du marché des protéines végétales issues de nos cultures, donc des cultures oléoprotéagineuses. C'est un périmètre uniquement alimentation humaine. On se concentre vraiment sur la France. Et les produits suivis sont les produits qui contiennent du soja, des protéagineux, comme le pois, la févrole ou le lupin, ou des légumes secs comme la lentille, le pois chiche et le haricot sec. Donc voilà, ces 7 espèces-là, ce sont les 7 qu'on suit plus particulièrement dans le cadre de l'observatoire. Et comme tous les ans, vous retrouverez les résultats complets dès aujourd'hui en accès libre sur le site internet de Terre Univia. On publie une brochure que vous pouvez télécharger en PDF. Un petit retour sur les catégories de produits étudiés dans le cadre de l'observatoire, que ce soit en restauration hors domicile ou en grande et moyenne surface. Donc bien sûr, on ne va pas détailler aujourd'hui toutes les catégories parce que ce serait beaucoup trop long. Par contre, on va essayer de dégager quelques dynamiques un peu globales, de faire un focus sur quelques catégories qui paraissent particulièrement intéressantes parce qu'elles ont des dynamiques assez fortes. Et cette année, on a aussi eu le plaisir de rajouter encore une nouvelle catégorie. Tous les ans, on essaie un petit peu d'élargir le périmètre et on a ajouté cette année les snacks et les biscuits sucrés qui contiennent des légumineuses. Alors, premier secteur d'activité auquel on s'intéresse, la restauration hors domicile. Donc là, attention, au vu du fonctionnement du panel, on parle vraiment des achats par les professionnels de la restauration. On ne parle pas du chiffre d'affaires ou du coût payé par les consommateurs finaux. Donc ça, c'est la petite nuance à bien prendre en compte. Donc, des petits éléments de contexte sur la restauration hors domicile. Donc, vous vous souvenez, on a eu des années très, très compliquées puisque 2020 et 2021, on avait la crise sanitaire, donc des fermetures de restaurants qui ont vraiment détruit un petit peu le secteur pendant 2 années. Ensuite, 2 années vraiment super inflationnistes en 2023 et 2024. Donc, on continue de prendre comme année de référence 2019 pour comparer un petit peu le marché. Donc là, heureusement, on commence à se rapprocher un petit peu d'une année un peu plus normale en 2024. Mais on continue de se prendre pour référence 2019 pour ces raisons-là. Donc en 2024, on est à un marché de 85 milliards d'euros en restauration hors domicile. C'est en très légère hausse par rapport à 2023. Les grosses hausses, elles ont eu lieu les 2 années précédentes en raison de l'inflation. Et c'est réparti de la manière suivante. Donc, 2 segments, la restauration collective avec un chiffre d'affaires de 25 milliards et la restauration commerciale avec un chiffre d'affaires de 60 milliards. En termes de répartition des prestations, donc du nombre de repas servis, on est à peu près équivalent. On est autour de 3,7 milliards dans les 2 cas, mais avec une évolution qui est vraiment différenciée sur les circuits, puisque en restauration collective, on est revenu quasiment parfaitement au niveau de 2019, pré-crise sanitaire.
Par contre, côté restauration commerciale, on a été très, très pénalisé par le contexte économique. On a eu 8% de prestations en moins par rapport à 2019, donc c'est quand même assez énorme. Donc côté restauration collective, on a juste les restaurants d'entreprise qui sont pénalisés, puisque notamment en raison de l'essor du télétravail, on a 20% de fréquentation en moins. C'est vraiment le seul segment qui est pénalisé comme ça. Côté restauration commerciale, tout est à peu près pénalisé, sauf la restauration rapide qui, pour le coup, continue de progresser récemment. Alors, si maintenant on s'intéresse un petit peu à nos légumes secs, sur les légumes secs, on a 3 formats globalement en restauration à domicile, avec des dynamiques qui sont vraiment différentes. Côté brut, donc là vraiment on se réfère à l'indice 100 en 2019. On voit bien le gros trou crise sanitaire en 2021. Et après être revenu au niveau de 2019 en volume, là, on est reparti légèrement à la baisse. Donc, je regarde la courbe orange qui est ici. La baisse des volumes, elle est surtout due à la lentille. On avait eu beaucoup de hausse en valeur. Et là, donc, on a cette perte des volumes, surtout en lentille. Donc, cette hausse en valeur, elle est portée à la fois par le fait que les volumes bio se développent, mais aussi parce que les prix ont été revalorisés. Donc, en 2024, on atteint 4 900 tonnes en restauration hors domicile. On a quand même 10% en bio, donc c'est en forte croissance. La lentille reste quand même majoritaire sous ce format, puisqu'elle est simple à mettre en œuvre, elle ne nécessite pas de trempage, etc. Côté apertisé, cette fois, donc la ligne brune. Donc là, on a très vite dépassé le niveau de 2019. On a eu une dynamique vraiment soutenue jusqu'à 2022-2023. On voit quand même un petit ralentissement en 2024. On atteint la 18 000 tonnes. 2% en bio, ça reste assez faible, mais pareil, c'est en croissance quand même assez forte. Et là aussi, on a eu une très forte revalorisation, notamment suite à la crise inflationniste. Là, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on voit que la hausse, surtout des achats, elle est portée par le pois chiche et encore plus par la lentille. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a quand même une petite recomposition des achats vers des produits plus pratiques et qu'on a des volumes de lentilles qui étaient achetés bruts jusqu'ici qui ont été maintenant achetés apertisés pour des questions de praticité. Sur les surgelés, donc le troisième format, on était plutôt revenu à la stabilité et là, on repart un petit peu en croissance en 2024. C'est un segment qui est quand même assez premium, qui propose une variété de références assez large qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres formats. Donc, par exemple, des lentilles un peu particulières, des lentilles beluga, des lentilles corail, du lupin, ce genre de choses. Et là aussi, on voit une forte hausse des lentilles. Donc, on peut aussi imaginer qu'il y a un transfert un petit peu des volumes bruts vers ce format-là. Sur tous les produits type un petit peu alternative qui apportent de la diversité dans l'assiette. Donc, on suit les produits au soja. Donc là, c'est vraiment les produits hors traiteur, donc les boissons et les desserts. On stagne à un niveau assez bas. On est à peu près revenu au niveau de 2019, mais ça vivote un petit peu. Les volumes, ils se maintiennent surtout grâce à une hausse des boissons. Par contre, en parallèle, on a une baisse des desserts. Et côté alternative végétale, là, pour le coup, on a une très forte progression. On atteint 5 500 tonnes en 2024, donc des volumes d'achat qui ont été multipliés par 3 en 5 ans. Et là, pareil, forte hausse en valeur également, donc ça a suivi la hausse en volume. Et là, on peut vraiment se dire que c'est les évolutions des réglementations d'une part, puisque vous le savez sans doute, en restauration collective scolaire, par exemple, il y a le repas végétarien hebdomadaire qui est expérimenté depuis 2019. Et il y a eu d'autres ensuite législations, notamment sur la diversification des protéines dans les restaurants collectifs. Forcément, ça va porter un petit peu à la hausse tout ça. Et aussi, bien sûr, des tendances consommateurs qui ont tendance à aller vers cette diversification des sources protéiques. Donc, si je reviens sur la RHD pour faire une première conclusion sur ce secteur-là, ce qu'on observe, et d'autant plus maintenant qu'on commence à avoir un petit peu d'historique, c'est que les achats reflètent forcément beaucoup les contraintes spécifiques du secteur. On sait qu'il y a une forte pression au niveau du temps, de la main-d'œuvre, au niveau de l'espace. Donc, on va avoir tendance à se tourner vers des formats plutôt prêts à l'emploi. L'idée, c'est notamment de réduire le nombre d'opérations. On sait qu'on essaye absolument d'éviter le trempage.
puisque ça pose à la fois des problématiques d'espace, il faut la place de le faire, ce trempage, et ça peut poser des problématiques sanitaires de laisser des légumineuses trempées pendant 24 heures dans une cuisine. On a aussi nos recherches de régularité, puisque pour avoir une bonne cuisson régulière, etc., dans des grandes quantités, les formats précuits peuvent aider un petit peu à mieux maîtriser cette cuisson. Et une maîtrise des coûts aussi. Ça, on l'a beaucoup entendu en 2022-2023 avec la hausse des prix de l'énergie notamment. Les cuisines avaient tendance à vouloir réduire les opérations qui nécessitaient beaucoup d'énergie, donc les opérations de cuisson notamment. Donc là aussi, les formats à pertiser pouvaient être pratiques. Et enfin, on a bien sûr tout ce qui est objectif de la loi Egalim, donc les 50% de produits durables, dont 20% de produits bio. Et là, on voit vraiment une progression des achats en bio. On sait que le contexte économique n'était pas forcément favorable au développement du marché bio, malheureusement. Mais il n'empêche qu'en restauration collective, ça se développe parce qu'il y a ces objectifs de la loi Egalim. Et en parallèle, bien sûr, il faut répondre aussi aux nouvelles attentes des consommateurs qui attendent plus de diversité, plus des gammes élargies, même au niveau des légumineuses, etc. Donc, il faut aussi répondre à ces attentes-là en restauration en domicile. Alors, côté commerce de détail, donc cette fois-ci, c'est vraiment les sorties de caisse. Donc, c'est les ventes aux consommateurs finaux, à vous et moi. Donc, c'est pas la même méthode, c'est vraiment les sorties de caisse. On avait une idée reçue avant de lancer l'Observatoire qui était un peu ancrée, donc je refais toujours un petit peu le point lors des webinaires. On pensait que les légumes secs avaient plutôt tendance à être vendus en magasin bio ou en vente directe, ou en tout cas qu'il y avait une proportion assez élevée qui partait dans ces circuits-là. En réalité, quand on regarde les chiffres, on a plus de 90% des dépenses sur les légumes secs bruts et apertisés qui sont faits en grande distribution. Donc, si c'est plus de 90% en valeur, c'est encore plus en volume. On atteint vraiment des pourcentages très élevés. Pour les alternatives végétales, donc là, on a vraiment alternatives boissons, desserts, traiteurs. Donc, le total de ce qui est alternatif, pareil, on est quand même beaucoup sur un marché de grande distribution. Et ça, c'est pas le cas de toutes les catégories de produits, puisque les dépenses alimentaires, on est plutôt à 72% dans les circuits généralistes. Et ça, c'est notamment dû à certains produits comme la viande, le pain, les fruits et légumes qui vont plutôt avoir tendance à avoir leur circuit spécialisé propre et qui vont un petit peu réduire la part de la grande distribution. Mais en tout cas, quand il s'agit vraiment de nos produits, nos légumineuses, etc., on se concentre uniquement sur les circuits généralistes et finalement, en se concentrant sur les circuits généralistes, on approche quand même de la quasi-totalité du marché actuel. Alors là aussi, un petit point de contexte sur la grande distribution en 2024, puisque ça n'a pas été évident non plus en grande distribution. On sait qu'on a eu 2 années d'inflation vraiment historiques en 2022-23. Donc là, ça a ralenti en 2024. On n'est plus qu'à 1,4% sur l'année. On a un marché qui est quand même en berne, puisqu'en volume, on était stable sur les produits d'épicerie. On était en très faible hausse sur le frais libre-service. Et bien sûr, on avait toujours une baisse des ventes de produits bio en 2024. Donc ça s'accentue encore un petit peu. Donc c'est important de garder tous ces chiffres en tête, parce que quand on va regarder la performance de nos catégories, faut vraiment se replacer dans le marché global et se dire, voilà, sur un marché qui est vraiment atone, qu'est-ce que ça donne nos catégories et est-ce qu'on est un petit peu plus performant que tout ça. Donc, je voulais faire un rappel, retour assez rapide sur la performance de nos catégories en 2023. Donc, en abscisse, on a l'évolution en volume 22-23 et en ordonnée en valeur. Et donc, pour rappel, on avait quelques catégories qui sortaient du lot, qui sont en haut à droite en vert. Donc, elles progressaient à la fois en valeur et en volume. Donc, c'était une vraie croissance, pas juste portée par les prix. Là-dedans, on retrouvait notamment les légumes secs apertisés, les alternatives végétales, les farines et les tartinables. Mais la grande majorité des catégories de produits aux légumineuses étaient plutôt dans le carré en haut à gauche, c'est-à-dire que la croissance était uniquement soutenue par la hausse des prix. Et par contre, les volumes, ils étaient soit stables, soit en baisse de manière plus ou moins importante. On avait une dernière catégorie encore plus en difficulté, donc là en bas à gauche en rouge, les pâtes alimentaires aux légumineuses. Donc là, la hausse des prix ne compensait même pas la perte des volumes. Voilà.
Donc, la question vraiment qu'on se posait, c'était est-ce qu'en 2024, avec la baisse de l'inflation, toutes les catégories vont se retrouver dans le rouge, puisqu'en fait, il n'y aura plus de soutien par la hausse des prix et on va rester stable ou en baisse sur les volumes? Ou est-ce qu'au contraire, avec un contexte économique un tout petit peu plus apaisé, on va pouvoir avoir une reprise en volume? Ça, c'était la grosse question. Et du coup, très bonne nouvelle, puisqu'en fait, on a une reprise sur quasiment toutes les catégories. On a même une très bonne performance par rapport à la dynamique du marché global, comme je disais, qui était plutôt autour de 0% en volume. On a quand même 2 catégories qui sont toujours en difficulté, donc les plats cuisinés apertisés qui ont une légère perte en volume, et surtout les pâtes alimentaires qui sont toujours à la lanterne rouge, qui sont vraiment en chute libre depuis plusieurs années. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un focus sur les 3 catégories les plus performantes qui sont en haut à droite, donc les alternatives végétales, les snacks salés et les snacks sucrés, et aussi sur les pâtes alimentaires, puisque on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe sur ces marchés-là. Si on combine avec les valeurs de marché, on peut voir que nos plus gros marchés, globalement, ils sont tous en croissance, sauf les plats cuisinés apertisés qui sont légèrement en baisse. Et on a vraiment bondi sur quelques catégories en quelques années, comme les alternatives végétales maintenant qui pèsent quand même 129 millions d'euros. Et donc là, c'est vraiment les alternatives végétales qui contiennent des légumineuses. C'est pas le total des alternatives végétales. Pour l'instant, les 2 autres catégories un peu stars qu'on a repérées tout à l'heure, snacks salés et snacks sucrés, ont une valorisation qui est un peu plus modeste. Mais peut-être là, avec les années, si ça continue de se développer, on peut espérer qu'elles rejoignent les grosses catégories. D'autant plus que c'est quand même des marchés supports qui sont immenses. Et si on arrive à grignoter ne serait-ce que quelques points de pourcentage sur ces marchés des snacks apéritifs ou des snacks des biscuits sucrés, on peut très très vite monter à des valeurs de marché assez élevées finalement. Donc sur les légumes secs, là j'ai vraiment pris que lentilles, pois chiches et pois cassés puisqu'on n'avait pas les chiffres haricots sur 2019, mais ils seront bien présents dans la brochure. C'était vraiment pour pouvoir avoir cet indice avant la période Covid qui a un petit peu tout faussé. Globalement, on a à peu près les mêmes dynamiques qu'en RHD, c'est-à-dire qu'on a une forte progression des apertisés et le brut qui a plutôt tendance à stagner. Et là aussi, c'est les lentilles et les pois chiches qui portent la croissance en apertisé. Et on a la lentille, au contraire de la RHD où la lentille, elle porte un peu la baisse. Là, la lentille, elle est quand même très dynamique sur le brut. On a des volumes qui sont en hausse par rapport à 2024. Donc là, on atteint 23 000 tonnes au total, incluant les haricots secs. Et dans ces 23 000 tonnes, on a la lentille qui constitue 3/4 des volumes quand même. Et ça, c'est en hausse. Côté apertisé, donc là, on a la hausse qui est plutôt, ça j'ai déjà dit qu'on s'était porté par le pois chiche et par la lentille. Si on parle de valeur, on a quand même le bio qui représente une forte proportion en brut. On est à 14% des volumes, c'est quand même assez élevé puisque sur le global marché alimentaire, on serait plutôt autour de 4%. Donc 14% des volumes en bio, c'est vraiment beaucoup sur ce marché-là. On est seulement autour de 4% en apertisé. Par contre, c'est des 4% vraiment très très bien valorisés, assez premium, puisqu'ils génèrent quand même 12% du total des ventes. Voilà. Donc on va passer à nos petites catégories qui étaient en haut à droite, les catégories performantes. On en a 2 qui sont vraiment très alignées avec la tendance du snacking qui est super porteuse en ce moment. La première, c'est les snacks apéritifs salés. Donc en 2023, on avait eu un mini passage à vide. On avait perdu 2% en volume. Et la question, c'était est-ce que c'est plutôt conjoncturel et dû à l'inflation? Et a priori, oui, puisque là, on repart vraiment sur les chapeaux de roue avec plus 16% en volume. Ça reste un petit marché, mais il n'empêche qu'il progresse bien. Donc, de toute façon, c'est un rayon qui progresse, les snacks apéritifs salés. Là, on a la progression en indice pour le rayon global et pour les produits qui contiennent des légumineuses. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que les produits aux légumineuses progressent encore plus vite que le marché en général. Sur ces produits-là, on est majoritairement sur de la lentille et du soja, avec des dynamiques qui sont quand même différentes, puisque le soja, il a plutôt tendance à stagner en termes de vente, alors que la lentille, elle explose vraiment, elle se développe énormément. Et c'est un marché sur lequel on a un positionnement tarifaire qui est élevé. On est à peu près 2 fois plus cher que sur des produits classiques, pommes de terre ou autres. Donc forcément, c'est un obstacle en période de contrainte économique. Mais là, avec le ralentissement de l'inflation, on voit qu'il y a quand même une vraie appétence des consommateurs pour ces produits-là.
Et c'est quand même des produits qui se démarquent en rayon, déjà parce que c'est assez nouveau d'avoir des chips de lentilles, ce genre de choses, mais aussi parce que sur le plan nutritionnel, et on sait un petit peu l'obsession autour de la nutrition, des protéines, etc., qui est en ce moment, c'est des produits qui sont plus riches en fibres en général, qui sont plus riches en protéines, qui ont généralement moins de matières grasses que le reste du rayon, et donc qui ont tendance à avoir aussi un meilleur Nutri-Score, puisque si on rajoute des fibres, etc., on a tendance à avoir un meilleur Nutri-Score. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils ont quand même des atouts assez forts pour se démarquer malgré leur prix un petit peu plus élevé. Sur la deuxième catégorie qu'on avait définie comme porteuse, donc les biscuits et snacks sucrés, c'était pas un marché qu'on suivait jusqu'ici, et c'est dommage puisque c'est quand même un marché qui fait 17 000 tonnes pour 61 millions d'euros. Là aussi, on a une croissance qui est supérieure à la tendance du rayon. Donc aussi, globalement, c'est un marché qui se porte bien. Mais c'est particulièrement le cas pour les produits qui contiennent des légumineuses. Voilà, attention, on n'a pas pris le total du marché des snacks sucrés. On s'est concentré sur des catégories qui nous semblaient, dans lesquelles il nous semblait possible qu'on retrouve des légumineuses. Donc on s'est concentré sur ces catégories-là. Principalement, on retrouve du soja, pas mal de lupin aussi. Mais de plus en plus, il y a une tendance à se diversifier. Donc là, c'est tout petit, on a un petit peu de pois chiches, on a un petit peu de pois, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les années précédentes, il n'y en avait quasiment pas. Et là, on va aller plutôt de produits de régime à l'origine. Donc c'était vraiment cantonné aux produits sans gluten, aux produits minceurs, etc. Et là, on va un petit peu se diversifier vers des produits type biscuits petit déjeuner, vers des barres céréalières, qui valorisent les atouts nutritionnels des légumineuses, bien sûr, mais pas forcément sous un prisme minceur, ça peut être vraiment sous un prisme fibre, sous un prisme protéines, etc. Ça aussi, c'est des tendances qui sont porteuses. Et là aussi, comme sur les snacks apéritifs salés, les spécificités vraiment des légumineuses nutritionnelles, elles permettent vraiment de se démarquer en rayon et ça peut être porteur dans les années à venir. Si on revient sur nos produits un peu de diversification, donc produits au soja et alternatives végétales plutôt traiteurs. Donc là, produits au soja, on ajoute aux boissons et desserts les aides culinaires en GMS. Donc là, on a un petit peu de retour à la croissance. On a eu 2 années un petit peu difficiles en 22-23, mais là, on repart en croissance. C'est porté par les boissons et les aides culinaires. Sur le dessert, on est plutôt stable. Et là, on a vraiment vu une offre qui s'étoffe en rayon. On a eu des nouveaux produits sur ces gammes-là et qui surfent aussi pas mal sur la tendance à l'enrichissement en protéines. Et on sait que le soja, par rapport aux autres boissons végétales, par exemple, il y a quand même une prime sur la protéine côté soja. Et donc ça, ils savent, c'est mis en valeur de plus en plus. Sur les alternatives traiteurs, et là, on a vraiment une croissance qui est ininterrompue depuis qu'on suit le sujet. On partait d'un tout petit marché et puis ça a tendance à vraiment bien grossir ces dernières années. Et on voit un vrai point d'inflexion entre 23 et 24. Et ça, c'est dû notamment à une offre qui est non seulement de plus en plus large, de plus en plus présente en rayon, mais aussi qui est de plus en plus abordable. On a tendance à voir les prix moyens qui baissent légèrement. Jusqu'ici, on était sur du soja qui était super dominant, vraiment, qui dominait ce marché à des alternatives végétales. Mais là, sur ces dernières années, il a tendance à s'effacer un petit peu et on voit d'autres légumineuses qui montent au fur et à mesure, notamment le pois. Et vraiment, le pois, on est passé d'une toute petite proportion qui contenait du pois à de plus en plus maintenant. De toute façon, vous aurez le détail dans la brochure, mais ça progresse vraiment très, très bien. Donc, un petit point sur ce fameux cas des pâtes aux légumineuses, puisque d'habitude, je laisse un petit peu de côté. C'est vrai que les ventes font que baisser depuis plusieurs années, à un rythme vraiment soutenu en plus. On a une offre qui s'est beaucoup recentrée aussi. Là, actuellement, on n'est quasiment plus que sur du pois et sur de la lentille. Le pois chiche a quasiment disparu, on n'est plus que sur 20 tonnes, alors qu'avant, on avait une proportion quand même un peu plus élevée de pois chiches. Et c'est dommage parce que le rayon des pâtes, il marche vraiment très très bien. Il est en croissance depuis plusieurs années. Mais les pâtes aux légumineuses, d'une part, elles souffrent d'un positionnement tarifaire qui est vraiment très très élevé. En général, c'est quasiment en moyenne 4 fois plus cher que le reste du rayon. La promesse consommateur, elle n'est pas forcément évidente de prime abord. Donc c'est plus cher. Il y a des défis organoleptiques qui étaient peut-être à relever par rapport aux premières offres, avec une texture qui n'était pas forcément au point, un goût qui était un peu fort, ou en tout cas, les consommateurs n'ont pas l'habitude de ces goûts et de ces textures-là.
Mais là où on peut avoir un petit peu d'espoir, c'est que cette année, il y a eu des nouveaux lancements de produits donc qui utilisent des légumineuses, soit pour valoriser un enrichissement en protéines, soit pour valoriser une complémentarité avec les céréales. Donc, c'est plus des pâtes quasi pures légumineuses. Par contre, c'est des blends où on va avoir 10-15% de légumineuses. Et ça, ce sera peut-être plus acceptable, mine de rien, pour le consommateur sur le plan gustatif. Leur positionnement tarifaire, il est aussi beaucoup moins éloigné de la moyenne. Donc, on peut espérer qu'en 2025, on verra peut-être un retour à la croissance pour les pâtes aux légumineuses. Et c'est ce que j'espère parce que ça reste une catégorie qui est prometteuse, en tout cas, pour mettre un petit peu plus de légumineuses dans les assiettes des consommateurs. Donc, à retenir en GMS, ce que je trouve qui est assez clair, c'est que les légumineuses, elles cochent vraiment toutes les cases sur les tendances de marché les plus porteuses récemment. Les tendances à la diversification alimentaire de manière évidente. Elles ont des atouts nutritionnels forts et on sait qu'on a en ce moment vraiment une tendance super forte à tout ce qui est enrichissement en protéines et en fibres. On a des offres pratiques et gourmandes qui se développent, notamment dans les rayons snacking. Donc ça, pareil, ça dépoussière un petit peu notre image des légumineuses. On sait que c'était un frein que les légumineuses aient une image un peu vieillotte, mais là, on commence à les retrouver dans des catégories de produits un petit peu différentes. Et les deux catégories de produits qui étaient identifiées comme étant à la peine, les pâtes alimentaires et les plats cuisinés apertisés, pareil, ils répondent vraiment à des attentes, notamment aux attentes de praticité. Les pâtes alimentaires, ça permet d'enrichir son régime en protéines et en fibres par rapport aux pâtes classiques. Donc, si on arrive à relever tous ces freins un peu organoleptiques et de prix, ça peut repartir. Et côté plats cuisinés apertisés, pareil, en plus, on a des ménages, c'est connu, qui sont de plus en plus réduits. On a de plus en plus de ménages avec une ou deux personnes. Donc, si on arrive à proposer une offre qui convient aussi à ces ménages-là, qui ont des attentes fortes de praticité et de portions réduites, là aussi, ça pourra repartir. Et on commence à voir l'offre qui s'élargit au-delà des plats traditionnels. Autre chose que des cassoulets, ce genre de choses, on commence vraiment à avoir une offre qui s'étoffe et c'est très, très visible en rayon pour le coup. Donc, on compte vraiment sur l'innovation pour continuer de démocratiser la consommation des légumineuses. Aujourd'hui, en France, l'innovation, les lancements de produits se concentrent autour encore de 3 légumineuses principales. C'est toujours les mêmes. Donc, c'est le pois chiche qui est présent dans à peu près un tiers des lancements. C'est la lentille et le soja. D'une année à l'autre, ça fluctue, mais ça reste les 3 principales. On a quand même une forte hausse du poids, donc là qui atteint 10% cette année. Et ça se voit aussi dans le marché, hein, je l'avais dit, on voit de plus en plus que le poids prend une place assez grandissante sur certaines catégories de produits. Et sur les catégories, sur les lancements par catégorie, on voit qu'il y a des ralentissements sur des catégories qui se sont déjà bien développées les années précédentes, qui ont vraiment créé un marché. Donc, on a une petite réduction en termes de pourcentage sur tout ce qui est alternatives végétales, traiteurs, etc. On a une petite réduction sur les produits apéritifs, mais ça reste des catégories sur lesquelles il y a eu beaucoup d'inno les années précédentes. Par contre, il y avait des catégories qui étaient soit en attente de renouvellement, donc les conserves, les surgelés salés, ça marchait, voilà, c'était plus ou moins stagnant. Donc là-dessus, l'innovation, elle commence à un petit peu se booster sur ces catégories-là, donc c'est très bien, c'était en attente de renouvellement vraiment. Soit des catégories qui nécessitaient d'être investies. On en avait déjà parlé l'année dernière, donc par exemple les produits sucrés, les biscuits, les chocolats, les surgelés sucrés, etc. Ça, c'est des catégories qui étaient très peu investies en France, qui étaient un petit peu plus en Europe et dans le monde. Et là, on voit que ça augmente en France. Donc voilà, on va peut-être créer aussi des marchés sur ces catégories-là. Voilà pour ce webinaire. Donc, je vous remercie pour votre participation nombreuse. Comme tous les ans, vous retrouverez les résultats du nouvel observatoire en ligne.